Vous écoutez Bretagne 5 et dès 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée politique ce matin est Valérie Tabar, conseillère régionale de Bretagne, écologiste et autonomiste, membre du groupe Braise-Aglaise. Elle nous a rejoint malgré des routes très improbables en Centre-Bretagne. Bonjour. Bonjour, j'ai réussi à vous rejoindre, en effet. Soyons prudents sur les routes, c'est un petit peu le maître mot de cette matinée. Valérie Tabar, j'avais envie de vous entendre ce matin sur le budget. On a beaucoup parlé du budget. On va en parler par rapport à la vision écologiste des choses, mais j'ai cru savoir que vous aviez des réunions à Nantes autour du budget et autour de ce qui se passe en Pays de la Loire. Il y a une grande inquiétude autour de ces économies qui ont été faites par la présidente de la région, qui a décidé d'une coupe budgétaire de 100 millions d'euros assez brutale, alors que la Bretagne, par la voix de Loïc Chenet-Girard, a choisi une voie, allez, j'allais dire un petit peu plus douce, en tout cas pas de coupe budgétaire pour l'instant. Alors, il y aura des coupes budgétaires, évidemment, parce que la prudence est plutôt qu'en décembre, en session régionale de décembre, nous avons voté un budget avant que le projet de loi des finances ait été, enfin, la loi des finances au niveau national ait été votée, vu le blocage à l'Assemblée nationale. Donc, il y avait une provision de risque de quand même 56 000 millions d'euros. Et donc, là, on examinera un nouveau budget, compte tenu du fait que la loi des finances a été votée, en engageant le 49.3 par François Bayrou, et donc il va falloir, faire des coupes budgétaires. Ça. Par contre, alors, on peut s'étonner. Donc, en effet, vous m'avez présenté, je suis conseillère régionale, membre du groupe Braise-Aglaise, qui réunit des élus de l'UDB d'ensemble sur nos territoires. C'est le mouvement politique dans lequel moi j'évolue, je fais partie avec ma collègue Azilis Gouez, et puis il y a une élue écologiste du parti Les Écologistes qui nous a rejointes dernièrement. Donc, on peut s'étonner que notre groupe, on soit allé à Nantes lundi dernier, nous occuper ou prendre la température et surtout venir en soutien aux acteurs de l'insertion professionnelle des jeunes et du monde de la culture. Pourquoi des élus régionaux vont-ils à Nantes s'occuper des affaires d'une région administrative voisine? Pourquoi? Alors, on est à la radio Bretagne 5. Nous, notre groupe aussi, on porte cette idée de la Bretagne à 5 départements, qui est un fait géographique, culturel, historique, et quand il y a eu le découpage des régions, voilà, la Loire-Atlantique n'avait pas été en Bretagne, et on pense qu'il faut consulter les habitants de Loire-Atlantique pour vraiment être une Bretagne à 5. Donc forcément, compte tenu de cette conviction, on ne pouvait pas se sentir être étranger aux impacts des coûts budgétaires de Madame Morancet, la présidente de la région Pays de Loire, auprès des acteurs qui œuvrent dans ce département de Loire-Atlantique. Et là, alors ça c'est vraiment intéressant de voir, en effet, qu'il y a une différence avec la Bretagne, c'est évident. Et encore une fois, on est dans l'opposition, le groupe Braise-Aglaise, mais on n'est pas dans une opposition frontale. C'est plutôt une opposition constructive. Oui, Loïc Chenet-Girard n'est pas notre adversaire politique. Hein. Il y a des différences à gauche, et on a jugé, il n'y a pas eu d'accord après les élections, il y a eu des nouvelles discussions, mais on a estimé que notre place était plutôt dans une opposition, dans l'opposition constructive, utile, parce qu'il y a des différences et je pourrais revenir dessus. Mais en tout cas, pour revenir à la journée que nous avons fait à Nantes, donc nous avons rencontré les acteurs de l'insertion professionnelle, mission locale, école de la seconde chance, les acteurs de la culture bretonne lors du repas du midi, et les acteurs de la culture en général, alors dans toutes les formes esthétiques, Maison de la Poésie, le cinéma, le Festival des Trois Continents, le collectif Barbare, voilà, des collectifs ou des associations, des structures, la danse, qui portent de nombreux événements, de nombreux festivals, et aussi de nombreuses médiations vers les publics, et notamment vers les publics jeunes, et qui, en effet, se retrouvent du jour au lendemain avec un retrait de la subvention, et de manière très brutale. Hein, ça n'a pas été progressif. Ça n'a pas été progressif. Et là, ce sont des choix. Parce que, évidemment,
on va devoir faire cet effort en région Bretagne. Là, c'est la majorité régionale qui va faire des propositions. Nous, évidemment, on va les discuter. Mais en tout cas, c'est assez symptomatique, en effet, d'une ligne de la droite qui est de vraiment faire une croix, faire une croix sur un secteur associatif du monde de la culture ou du secteur social, estimant, c'est ça qu'il faut regarder, parce qu'avec en effet l'arrivée de Trump, estimant que tout doit être marché. Il faut renvoyer ça au marché. Les collectivités devraient s'occuper de quelques de compétences. C'est surtout ne pas voir aussi, ne pas voir ou assumer en fait que c'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut en fait politiquement, c'est de ne pas voir que toutes ces subventions, en fait, viennent soutenir une présence sur les territoires, un maillage, et viennent prendre en charge des problèmes du quotidien, et notamment des plus fragiles. La mission locale, c'est des permanences rurales, dans les communes rurales, qui se faisaient, qui vont plus avoir. Je vous redisais, les festivals, ou les offres culturelles, évidemment, c'est de la programmation dans la ville de Nantes, mais aussi, c'est une capacité de faire produire un artiste auprès de collégiens, auprès de scolaires dans des petites communes ou dans tout le tissu. Avec un impact aussi sur l'emploi, puisqu'on sait que ces structures emploient beaucoup de monde. Est-ce que ça veut dire aussi, au-delà de ce retrait des subventions, qu'il va falloir imaginer d'autres moyens de financement pour les associations, pour finalement faire évoluer le modèle, pour être peut-être un peu plus garanti? Oui, alors de toute façon, il va falloir qu'ils s'organisent. Bon, nous, on est allé marquer notre soutien, les écouter. Ces acteurs-là ont beaucoup apprécié. Parce qu'il y a un certain silence, en fait. Ils sont eux-mêmes abasourdis. Ils ont eu des mots comme ça. C'est le coup de massue. Donc il y a le temps là de la colère aussi. Mais après, diversifier les financements, c'est pas si simple. C'est ce qu'ils nous ont dit. Par exemple, les radios. On a rencontré la radio Naoned et qui nous disait, mais à un moment donné, le mécénat, ça peut pas, ça fonctionne pas pour le modèle économique de la radio. Donc, j'imagine que vous maîtrisez mieux que moi. Mais par contre aussi, d'autres acteurs ont pu nous dire, mais en fait, diversifier, ça veut dire augmenter le temps administratif, de faire des dossiers. Ça veut dire être moins présent sur de la création, le travail par exemple artistique, et diversifier, ça veut dire avoir affaire à des interlocuteurs différents qui demandent des dossiers, des bilans financiers différents. Et on a pu voir que déjà les aides publiques se recentraient plutôt sur l'aide au projet et ne finançaient plus les structures ou ne finançait plus la création. Donc, non, l'équation n'est pas si simple. Ce que je voudrais dire aussi, c'est, il faut bien nommer ce qu'il y a derrière, de cette décision de Christelle Morançais, de la droite la plus dure, qui s'éloigne d'une tradition de la droite gaulliste, qui assumait la culture. On pense à André Malraux, évidemment. On pense à André Malraux, exactement, et on l'a évoqué. On a évoqué la figure d'André Malraux. Et c'est ça qui est important de voir, c'est aussi, et dans les temps qui courent, et les dangers pour la démocratie, avec l'arrivée de Trump ou des médias qui sont à la main de milliardaires, ça c'est grave parce que c'est aussi une vision de la culture qui doit être à la main des politiques. C'est-à-dire que Christelle Morançais se retire les billes de la région, les billes financières d'un tas de structures, donc de toute une diversité d'expressions, pour se retrancher sur des événements qui sont estampillés région Pays de Loire, qui sont complètement dans sa commande publique. Et là, on voit bien derrière la vision qui n'est pas d'une vitalité et d'une vie démocratique. En fait, une vision politique et économique plus qu'une vision culturelle, on l'aura compris comme ça. Oui, et qui n'est pas, du coup, qui est antidémocratique, qui ne va pas venir, qui n'est pas pour prendre en charge les plus fragiles, c'est très clair dans les choix qui sont faits, et qui n'est pas pour permettre la culture
dans sa diversité émancipatrice, qui permet de sensibiliser. On a parlé d'éducation populaire, voilà, des offres culturelles qui permettent d'éveiller, de sensibiliser, de questionner, qui permettent de s'émanciper, d'être libre, de faire des choix et d'avoir des citoyens qui sont en mesure de faire leur propre opinion. Derrière, c'est ça. C'est soit on reste chez soi, on regarde des programmes Netflix, ou on donne la possibilité aux gens de sortir de chez eux, de rencontrer d'autres, d'aller à des spectacles, à des enfants, de découvrir des artistes. Et puis encore une fois, il y a le secteur social aussi qui est impacté. Voilà, être dans le réel finalement plus que dans le virtuel. On dira un mot tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup ces derniers jours. Il y a aussi quand même à mettre en face l'idée de faire des économies. Alors, la fameuse équation, comment faire des économies tout en préservant les missions, tout en préservant les associations, tout en préservant le tissu culturel et social. Comment arriver à résoudre cette équation? Et j'imagine qu'elle va arriver sur la table de la région Bretagne lors du prochain budget. Tout à fait. Donc, ce qui est annoncé, c'est pas moins 56 millions pour la région Bretagne, c'est moins 41 millions. Nous, ce que notre groupe, on va être attaché, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des arbitrages qui soient articulés à une vision politique solide. Il ne faut pas que on regarde des économies dans chaque politique sectorielle, chaque vice-président regarde les économies. Enfin, ça en passera par là, mais il faut une vision globale, politique globale, pour se dire, bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qui est important, le plus important. Donc, Loïc Séné-Gérard... Si vous parlez des associations, toutes vont dire qu'elles sont importantes. Oui, alors, mais c'est vrai, on est dans un moment pas facile, c'est pour ça aussi que pour nous, ce qui va être important, c'est vraiment de revendiquer une nouvelle page de la décentralisation. Faire que là, il y a un blocage, parce qu'il faut quand même redire que le déficit, on prend notre part, les collectivités régionales, pour un déficit qui est celui de l'État. C'est l'État qui a mal géré finalement, et c'est les collectivités qui paient. Les collectivités, elles sont sommées de... Moi j'étais maire, elles sont sommées d'être à l'équilibre, toujours. Donc ça, il faut... Contrairement au discours qu'a pu avoir particulièrement le président de la République, qui est venu égratigner les collectivités, désolé. Le déficit, oui, c'est bien, des comptes qui ont été mal gérés par l'État, mais aussi liés à des choix, et notamment d'Emmanuel Macron, qui n'a pas fait jouer la fiscalité et où il y a eu des pertes en recettes. Donc, Du coup, il y a des choses à vraiment à revoir. Et c'est notamment, en effet, puisqu'il y a un blocage au niveau national, puisque là, il n'y a pas eu non plus un sens des responsabilités sur le plan financier, ce qui n'est pas le cas des collectivités locales, que ce soit les communes, les départements, les régions. Alors vraiment, ramenons du pouvoir dans les territoires, parce que nous savons mieux gérer en proximité. C'est plus efficace, la dépense publique est plus efficace quand elle est en proximité, quand elle épouse les singularités d'un territoire. Donc c'est ça qu'il faut voilà. Après, en attendant, en effet, l'exercice ne va pas être simple, les 41 millions, parce que tout le monde peut penser que ça va être que va se dire que il est important. Nous, on pense quand même, on le voit dans le budget de la région, et on le vérifie. On a eu des votes qui ont été pas d'accord, qui ont été opposés, et notamment on le voit au sein de la commission permanente, donc dans lequel moi je siège avec mon collègue Christian Guillaume-Var. Il y a des arbitrages qui peuvent être faits, c'est-à-dire que on est pour soutenir l'économie, l'innovation aussi, mais on pense vraiment qu'il y a eu parfois des millions, et on l'a dit, et ça se retrouve dans nos votes, qui ont été donnés à des acteurs économiques qui n'en ont pas besoin. Donc, pour nous, c'est très bien que Loïc Séné-Gérard et sa majorité aient vraiment mis en avant le souhait. Alors, est-ce que ça va tenir, mais en tout cas, on voit bien que là, il y a une hiérarchie de sanctuariser des dépenses de sanctuariser, oui, le budget vers les langues, vers la culture, vers le sport, pardon. Donc là, on voit bien qu'il y a un marqueur de gauche qui est, vraiment, il faut préserver
tout le lien social sur le territoire, tout le travail, l'investissement des bénévoles, la prise en charge des jeunes et des personnes dans leur vie au quotidien et qui leur permet de rencontrer les autres. Donc, on voit bien. Mais après, il va falloir se redire d'autres priorités. Et pour nous, l'écologie, le renouvellement des générations en agriculture et la bifurcation agricole, cet accompagnement-là, par exemple, eh bien, ça doit être prioritaire. Ça doit être prioritaire, donc, et donc il faut retrancher ailleurs. Avec un risque politique, on sait que les élections vont arriver. Alors, pas régionales pour l'instant, on aura les municipales en 2026, l'élection présidentielle en 2027. Donc, beaucoup de choses. Il y a aussi les états-majors des partis politiques sur le terrain qui se préparent. Il faut bien voir les choses ainsi. Avec quand même ce risque politique de voir aussi la poursuite de la percée du Rassemblement national. Qui a fait effectivement une percée importante ici en Bretagne, alors que ce n'était pas forcément sa terre d'élection. Il y a ce danger politique là aussi sur les contraintes, enfin, que peuvent amener les contraintes budgétaires et leur perception. Oui, alors ce qui est important, c'est de justement pouvoir toujours déjouer le discours du RN qui est simpliste, qui n'offre pas du tout de solution, qui le RN, contrairement à un discours très social, de défense des petits, dans les votes et dans certaines positions, c'est très clair, ils sont pour garder des privilèges et garder les riches. Enfin, c'est très clair quand on regarde les votes à l'Assemblée nationale, et notamment par rapport au logement, où ils n'avaient pas voté le fait de mettre une fiscalité sur les locations touristiques, alors que là, ça veut dire qu'on favorise les propriétaires rentiers qui peuvent investir dans du patrimoine immobilier et puis qui s'enrichissent. Enfin, on a quand même un écart entre les riches et les pauvres qui se creuse. Donc, avec une politique libérale, finalement. Comment ? C'est une politique libérale, finalement. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir, faire de la pédagogie, vraiment, déjouer ça. Il faut que la gauche offre vraiment un récit et des propositions qui sont crédibles. Ça n'est pas simple quand on voit le spectacle des divisions. Ça n'est pas simple. Après, il faut renvoyer à il faut aussi que les citoyens fassent l'effort de regarder ce qui se passe au plus près. Enfin, moi, les auditeurs et auditrices nous entendent. Il faut quand même regarder dans des assemblées locales, communales ou la région, le conseil régional, la façon dont on travaille, dont on discute, où la gauche ne se déchire pas, par exemple. C'est pas comme à Paris, finalement. Il y a une réalité de la discussion, du compromis, c'est le grand mot à la mode aujourd'hui. Ici, sur le terrain, alors en Bretagne ou ailleurs, qu'il n'y a plus à Paris. On est rentré dans une logique d'affrontement à Paris, à l'Assemblée nationale, par exemple. Ça, c'est le risque même de l'évolution de la vie politique. Moi, je le vois. Moi, je suis dans ce mandat régional après avoir été maire, tout en gardant une activité professionnelle pour le moment. Et moi, je le déplore. Alors, moi et d'autres collègues, et je vois d'autres élus, on reste sur le fond, la construction, l'apport de propositions, alors que je vois bien que d'autres élus, et voilà, moins à la région, mais quand même, peuvent être sur de la communication avant tout, faire du buzz médiatique, et ne pas travailler le fond, et ne pas réfléchir et penser l'avenir, le monde de demain, et puis les réponses aujourd'hui. Donc ça, mais par contre, moi j'ai envie de dire, ça renvoie aussi à une certaine exigence, une certaine responsabilité des citoyens et des citoyennes de faire le tri. Alors je sais bien que quand c'est difficile, quand on a du mal à joindre les deux bouts, à finir les fins de mois, que c'est difficile de s'investir, mais je pense vraiment à quand même une grande part de la population qui vit bien, et qui, à un moment donné,
doit s'intéresser à la politique et ne pas être dans une forme juste de déception, de rejet et qui participe autrement au mouvement de dégagisme. Alors que dans la grande majorité, les élus, ce sont des gens qui s'engagent, qui sont courageux, qui sont altruistes, qui pensent pour les autres. Enfin... Il y a ce sentiment dans la société française et partagé par la société bretonne aujourd'hui aussi, justement, que les élus ne font pas assez, que vous parliez des fins de mois tout à l'heure, le pouvoir d'achat, c'est le maître mot aujourd'hui, le pouvoir d'achat, la sécurité. On a aussi des sujets plus clivant, on pense à l'immigration, là aussi avec quelque chose qui se tend alors que la situation économique est compliquée. Est-ce que là aussi les élus, alors les élus de gauche en l'occurrence, vont pouvoir faire passer leurs idées? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une grande montée du populisme aujourd'hui en Bretagne, en France, alors même si c'est moins marqué dans notre région, mais en France et c'est plus marqué dans les pays européens, et on regarde tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il faut pouvoir dire... et là, et que la gauche le dise, enfin en tout cas nous, on l'a dit, c'était Christian Guillon-Var, le collègue encore une fois, je le cite, qui l'a dit à la dernière session. Il faut quand même dire que la vie économique en Bretagne, elle tient par une population d'origine étrangère. Il faut pouvoir le dire. Ça, il ne faut pas être hypocrite. C'est qu'à un moment donné, les entreprises agroalimentaires, une main-d'œuvre chez des maraîchers dans le Léon, les services de santé dans les hôpitaux avec des médecins, ça tient une main-d'œuvre étrangère. Et que l'immigration n'est pas plus élevée qu'à d'autres périodes de l'histoire. Et que ce qui compte, c'est de vraiment de donner des facteurs d'intégration. Vraiment permettre l'accueil et l'intégration dans de bonnes conditions. Et puis, c'est pas eux qui piquent l'argent, le pognon pour les Français qui sont de souche, quoi. Enfin, vraiment pas. Il y a ce sentiment, finalement. Il y a ce sentiment qui est entretenu. Donc, il faut vraiment avoir un autre TCE qui est entretenu par un discours de l'extrême droite qui diffuse, et on voit bien, y compris dans le gouvernement, y compris dans l'expression du Premier ministre, qui parle de sentiment de subversion, de sentiment de subversion migratoire. Mais enfin, en Bretagne, vous voyez, dans nos territoires, et donc il faut, moi c'est ça aussi, c'est important que les citoyens et les citoyennes prennent du recul, discernent et aillent au-delà des plateaux télé qui ne sont pas, qui sont dans la politique spectacle, mais vraiment, on est tous invités dans le moment grave d'attaque de la démocratie, de nos libertés. C'est ça. Eh bien, il faut vraiment avoir l'exigence d'aller chercher de l'information, de réfléchir. Et puis, la gauche n'est pas au pouvoir, parce que et donc il faut aussi, c'est ça il va falloir reconquérir, parce que la gauche, elle porte un projet de partage des richesses, de redistribution des richesses, ce qui n'est pas le cas depuis une bonne dizaine d'années. Enfin, en tout cas, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il n'y a plus, les écarts de richesse se creusent. Donc il faut, et c'est certainement pas avec le RN, au pouvoir qu'on vivra mieux, qu'on va résoudre la crise du logement, qu'on va avoir des services publics qui se déploient sur les territoires. C'est pas le RN qui porte le déploiement des services publics sur les territoires. Et les services publics, pour redire, ça redire cette phrase, d'ailleurs, il faudrait que je sache de qui ça m'échappe qui l'a dit, mais c'est que les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine privé. C'est le patrimoine de tous, les services publics. Alors, avec cette montée, justement, du populisme, on voit quand même une espèce de rouleau compresseur qui arrive de l'autre côté de l'Atlantique. On pense à Donald Trump. J'avais envie de vous entendre là-dessus, parce que Donald Trump dit beaucoup de choses en ce moment, menace beaucoup, obtient parfois, on le voit, et puis il a tourné son regard vers l'Europe, la petite Europe à ses yeux, en disant, voilà, moi je
je veux y faire quelque chose. On entend parler de la guerre en Ukraine, on entend aussi parler de technologie. Je faisais allusion tout à l'heure à l'intelligence artificielle. On voit combien Elon Musk, par exemple, et les géants américains s'investissent. 500 milliards de dollars, nous 109 milliards d'euros. Il y a un déséquilibre. Il y a des dangers pour l'information, il y a des dangers pour la technologie. Est-ce que c'est inquiétant, cette petite musique, et du populisme d'un côté, et d'une forme de mainmise technologique de l'autre? Oui, bien sûr. On est dans ce moment d'extrême gravité. Où, voilà, je le redis, la démocratie est attaquée, l'Europe est attaquée dans son modèle. L'Europe a du mal à répondre, finalement, on la sent assez faible sur ses réponses à oui, Donald complètement. Trump. Oui, alors il y a plein de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut que l'Europe soit vraiment présente, réagisse, s'organise. Mais de toute façon, il y a un croisement, en effet, entre le populisme et le développement des technologies. C'est pas ça qui est embêtant, mais c'est c'est à quelle l'utilisation, fin finalement. et qui a la main dessus. Et en effet, on le voit bien. Elon Musk intervient clairement dans les élections allemandes, oui. torpille aussi au Royaume-Uni, des élus travaillistes. Enfin, donc évidemment. Alors bon, là, on vit tous, beaucoup, les élus, le fait de migrer, enfin, au niveau réseaux sociaux, de quitter X ou d'avoir une activité plus réduite pour aller vers d'autres réseaux sociaux. Donc, ça s'organise. C'est un temps plus sombre, je dirais. Il y a eu d'autres moments plus sombres dans l'histoire. Il faut pouvoir s'organiser. Moi, j'ai entendu Edgar Morin, et c'est dernièrement, qui dit que voilà, pour avoir vécu le moment de la résistance où c'était noir, où c'était sombre, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait de l'inattendu. J'ai en tête aussi ce que j'ai pu entendre de chez Edoui Plenel, l'ancien directeur de Mediapart, et qui prend appui sur l'ouvrage d'une figure de la gauche, Daniel Ben Saïd, La lente impatience. Et je crois qu'on est dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des urgences, on est impatient, mais il faut s'inscrire dans le temps long. Il faut réagir tout de suite, mais il faut s'inscrire dans le temps long. Et il y a un travail vraiment de fond pour reconquérir vraiment les classes populaires pour vraiment le projet d'émancipation, de redistribution des richesses et de bien vivre. Il nous reste 3 minutes. Ça va aller très vite, Valérie Tabar. Mais je voulais vous entendre évidemment sur l'écologie. Et ça nous ramène encore à Elon Musk qui veut forer. C'est son leitmotiv et qui, pardonnez-moi le terme, il est un peu trivial, mais il en a cure de l'écologie et de l'environnement. Pour peu que les dividendes rentrent. Est-ce que c'est très inquiétant ce qui se passe là encore avec la sortie de l'accord de Paris, par exemple? Oui, alors c'est sûr que du climat ou de l'écologie, on n'en parle plus. Il y a un recul, y compris en France. Vous avez vu, on voit bien. Il y a eu menace sur l'agence bio française. Bon là, les gens plusieurs élus sont montés au créneau, donc c'est maintenu. Mais ça reste fragile. Oui, on est dans ces périodes. Mais c'est ça qui est, c'est là où il faut que les yeux se décilent. Regarde, c'est que on a Elon Musk, Trump, vraiment des milliardaires, des puissants par la richesse, mais qui font croire, c'est ça le populisme, qui font croire qu'ils sont là pour le bien de tous, ou que enfin avec eux tout va être réglé. Il faut aller de l'avant, stop à tous les freins qui seraient l'écologie. Sauf que voilà, on va encore plus droit dans le mur parce qu'il y a une vraie, et on le voit bien, les inondations en Ille-et-Vilaine, mais c'est complètement lié au dérèglement climatique. Donc à un moment donné, il faut pouvoir prendre des mesures, des dispositions
pour atténuer la trajectoire climatique qui est de plus en plus chaude, et puis pour pouvoir s'adapter. Donc oui, il y a une... C'est ça, actuellement, les gens suivent comme un peu des moutons, donc eh bien, il y a tout un travail à faire, et on y est, on s'engage, et puis il y a plein de gens qui sont engagés de riposte et de réaction. Voilà, restez vigilants, agir, je retiendrai ça. Valérie Tabar, conseillère régionale de Bretagne, écologiste et autonomiste, membre du groupe Braise-Glaise, était avec nous ce matin. Et du mouvement Ensemble sur nos territoires. Et Ensemble sur nos territoires, évidemment. Merci de l'avoir précisé. Je vous remercie d'avoir été avec nous, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.